Sur les côtes de l'Orient, la pluie ne tombe pas comme une masse d'eau venue du ciel, mais comme des milliers d'aiguilles de glace qui vous frappent le visage. Nous sommes ici dans le nord-ouest de la France, là où l'Atlantique est le plus agité. Et en ce moment même, il est 3 heures du matin. Il fait nuit noire, seuls les projecteurs qui éclairent le terrain d'entraînement diffusent une lumière blanche aveuglante. Et bien sûr, il y a ce bruit. Les gémissements étouffés de 60 hommes gelés jusqu'aux os qui tentent de respirer comme si leurs poumons allaient exploser. On les appelle les élites. Venus des 4 coins de la France, ces jeunes hommes au sommet de leur capacité physique brûlent d'envie de devenir des commandos marins. Ils sont prêts à tout sacrifier pour porter le béret vert. Mais pour l'instant, alors qu'ils rampent dans cette mer de boue, aucun d'entre eux ne ressemble à un héros. Ils ne sont qu'un tas de chair souffrante. Je m'appelle Adèle Hugo. Je suis capitaine. Mais ici, sur ce terrain d'entraînement, je n'ai pas de nom. Je n'ai pas de grade. Je ne suis que leur cauchemar. Je suis l'architecte de leur semaine d'enfer. Les mains derrière le dos, j'écoute le bruit de la boue sous mes bottes militaires et je marche en tête du peloton. La capuche de mon imperméable me cache le visage. Ils ne peuvent pas me voir clairement, ils n'entendent que ma voix. Et croyez-moi, ce qu'ils entendent ne les rassure pas. Accélérez. Je crie. Ma voix ressemble plus à un couteau tranchant le vent qu'à un cri. Même votre grand-mère porterait se trompe plus vite que vous. Ce n'est pas un village de vacances ici, messieurs, c'est la porte d'entrée de l'enfer. Mes yeux parcourent les candidats qui patochent dans la boue. La plupart d'entre eux sont déjà sur le point d'abandonner. Je peux voir dans leurs yeux la peur, la question qu'est-ce que je fais ici? Mais l'un d'entre eux est différent. Le candidat numéro 42. Grand, large d'épaules, athlétique, même sous la boue et la fatigue, il se distingue des autres. Il a pris le tronc sur son épaule, serre les dents et semble plus résistant que les autres. Même si son visage est couvert de boue, je reconnais sans peine sa mâchoire et le léger pli de ses lèvres qui trahit son arrogance. Même si 1000 ans passaient, je le reconnaîtrais parmi des milliers de visages. Antoine. Je n'ai pas besoin de lire son nom de famille dans son dossier. Antoine Lefebvre. Le Golden Boy. De mes années de lycée. Le capitaine de l'équipe de football de l'école, celui que tout le monde admirait, ce dieu que les filles chuchotaient en voyant passer dans les couloirs. Et bien sûr, le bourreau qui a détruit ma vie. Mon esprit est soudainement transporté du froid glacial de l'Orient à cette journée ensoleillée dans la cour du lycée de Lyon. 12 ans plus tôt. À l'époque, je n'étais pas le capitaine Hugo. J'étais simplement Adèle. J'avais 17 ans. Adèle, la fille maigre, aux os saillants, souffrant de crises d'asthme, qui semblait pouvoir s'envoler au moindre souffle de vent. La plus discrète de la classe, la fidèle de la bibliothèque. Le fait qu'Antoine ait commencé à sortir avec moi avait été l'événement de l'année au lycée. Personne n'en comprenait la raison. Peut-être était-ce un pari, peut-être voulait-il simplement passer pour un ange de la bonté. Mais moi, comme une amoureuse idiote, je l'adorais. Je pensais que sa force masquait ma faiblesse. Comme j'avais tort. C'était 2 semaines avant la remise des diplômes. La cafétéria de l'école était bondée. Antoine était monté sur la table et avait attiré l'attention de tout le monde avec un micro à la main. Je le regardais avec un sourire idiot, pensant qu'il allait me faire une surprise. Peut-être une chanson, peut-être un poème. Écoutez-moi tout, a-t-il crié. Sa voix était aussi confiante qu'aujourd'hui. Vous savez, je vise toujours le meilleur. La meilleure équipe, les meilleures notes, le meilleur avenir. Ses yeux m'ont trouvé dans la foule. À ce moment-là, j'ai senti mon cœur s'arrêter quand j'ai réalisé que son regard n'exprimait pas de l'amour, mais du dégoût. Et Adèle, dit-il en me pointant du doigt. Toutes les têtes se tournèrent vers moi. Centaines de regards étaient braqués sur moi. Adèle, tu es une fille adorable. Vraiment. Mais soyons honnêtes, ma chérie. Tu es trop maigre, trop fragile. Tu n'es pas la pièce forte qui se tiendra à mes côtés, dans ma vitrine. Un silence de mort s'est abattu sur la cafétéria. Je suis fatigué de te porter comme une poupée de porcelaine qui pourrait se briser à tout moment, a-t-il poursuivi en riant cruellement. J'ai besoin d'une reine à mes côtés, pas d'un oiseau malade en permanence. C'est pourquoi. C'est fini. Devant tout le monde. Au micro. Il m'avait quitté à cause de ma faiblesse. Je ne me souviens pas comment je suis sorti de cette cafétéria ce jour-là. La seule chose dont je me souviens, ce sont les rires derrière moi et Antoine qui prenait par le bras Marie, une pompon girl qui était manifestement sa nouvelle petite amie. Ce jour-là, Adèle est morte. Cette fille fragile, asthmatique et faible a rendu son dernier souffle sur le sol de cette cafétéria. Je vous pose maintenant la question suivante, avez-vous déjà vécu un moment où quelqu'un vous a traité d'insuffisant? Vous a fait vous sentir tout petit devant tout le monde? Si votre réponse est oui, écoutez cette histoire jusqu'au bout. Car parfois, la plus grande vengeance n'est pas seulement de survivre, mais de devenir quelque chose qu'il ne pourrait même pas imaginer. Abonnez-vous à ma chaîne et soyez témoin de chaque seconde de cette transformation. Avec le recul, je pense que je dois remercier Antoine.
car s'il ne m'avait pas blessé ce jour-là, je n'aurais pas pu rassembler les morceaux et créer la femme d'acier que je suis aujourd'hui. Depuis ce jour, je n'ai plus qu'un seul objectif, ne jamais être faible. Ne jamais me laisser briser. J'ai été admise à la faculté de médecine, mais je n'y suis pas allée. À la place, je me suis engagée dans l'armée. Tout le monde pensait que j'étais folle. Tu n'y arriveras pas, Adèle, tu vas t'évanouir dès la première course, m'ont-ils dit. Et comme ils l'avaient prédit, je me suis évanouie. J'ai vomi. Je me suis cassé des os, déchiré des muscles. Mais à chaque fois que je tombais, la voix d'Antoine résonnait dans mes oreilles, « Tu es trop fragile ». Cette voix m'a relevé. Cette voix m'a fait passer l'entraînement militaire le plus difficile de France. Cette voix m'a amené à devenir chef instructrice dans cette unité où même les hommes pleurent. Et maintenant, regardez le destin. Cette poupée de porcelaine fragile est désormais l'ombre au sommet. Antoine, cette force de la nature, est désormais à mes pieds, le numéro 42, se débattant dans la boue. J'ai consulté son dossier. Dans la lettre de motivation qu'il avait écrite lors de sa candidature, il disait « J'ai toujours été un leader dans tous les domaines. Je possède une volonté physique et mentale à toute épreuve. Indestructible, vraiment, Antoine ?» Un sourire froid, que personne ne pouvait voir, s'est dessiné au coin de mes lèvres. La pluie s'est intensifiée. J'ai porté le mégaphone à mes lèvres. Désolé de vous déranger, mesdames. Et je rugis. Mais nous ne sommes même pas encore échauffés. Numéro 42. Il leva la tête. Ses yeux étaient fatigués, mais je pouvais encore y voir cette lueur d'arrogance familière. Il ne m'a pas reconnu. Sous ma capuche, il ne pouvait pas distinguer mon visage, caché par la pluie et l'obscurité. Il ne voyait que mon grade et mon autorité. Viens ici. Lui ai-je ordonné. Antoine a descendu le lourd tronc de ses épaules et a couru vers moi dans la boue. Il était à bout de souffle. Il s'est arrêté devant moi et s'est mis au garde-à-vous. Pouvez en commander, mon commandant. Sa voix. Entendre sa voix après toutes ces années a provoqué en moi une étrange vibration. Mais ce n'était pas de l'amour. Ce n'était pas non plus de la haine. C'était la satisfaction pure qu'éprouve un chasseur qui a acculé sa proie. Je fis un pas vers lui. Il n'y avait que quelques centimètres entre nous. Je vois une hésitation dans tes yeux, numéro 42. Dis-je en baissant délibérément la voix pour qu'il soit le seul à m'entendre. Comme si tu ne pensais pas être à ta place ici. Comme si tu devais être chez toi, dans ton lit douillet, entouré de ceux qui t'admirent. Il déglutit. Je suivis le mouvement de la pomme d'Adam. Vous vous trompez, commandant, dit-il. Je suis né pour être ici. Nous verrons, répondis-je, parce que cet endroit n'a rien à voir avec le gymnase de ton lycée, Antoine Lefebvre. Ici, ta popularité ne te sauvera pas. Ici, l'argent de ton père ne te servira à rien. Ici, seule la volonté compte. Il sursauta lorsque je prononçai son nom. Le fait que je l'appelle par son nom alors que nous étions censés nous adresser l'un à l'autre par notre matricule le surprit. Mais il ne comprenait toujours pas. Il ne voyait toujours pas que le commandant. En face de lui était Adèle, celle qu'il avait autrefois rejetée devant tout le monde. Car dans son esprit, Adèle n'était qu'un vague souvenir, un jouet cassé. Il ne lui serait jamais venu à l'esprit qu'elle pouvait avoir un tel pouvoir. Je me suis retourné et j'ai crié à toute l'équipe. Tout le monde à la mer. Maintenant, tout de suite. Les eaux glacées de l'océan Atlantique les attendaient. Et la fête de bienvenue spéciale que j'avais préparée pour Antoine ne faisait que commencer. Cette nuit-là, alors qu'Antoine sortait de l'océan en tremblant, je l'observais depuis la cabane au sommet de la colline, une tasse de café chaud à la main. J'ai ajouté une petite note au stylo rouge sur son dossier, test un orgueil. Résultat pas encore brisé. Mais il le sera. Le jeu avait commencé. Et cette fois, c'était moi qui fixais les règles. Dans la semaine infernale, le temps n'existe pas. Il n'y a ni heure, ni minute, ni jour. Il n'y a que la mission. Et la souffrance. Et puis il y a le célèbre vent glacial de l'Orient. 24 heures se sont écoulées depuis la première nuit. Le nombre de candidats est déjà passé de 60 à 52. 8 personnes ont sonné la cloche. 8 personnes sont rentrées chez elles en disant « Je ne suis pas à la hauteur ». Les autres sont maintenant devant moi, sur le parcours d'obstacles, rampant dans la boue comme des fantômes qui tentent de survivre. Leurs visages sont gris, leurs yeux sont cernés, leurs mains tremblent. Je me tiens camp à moi sur la haute plateforme à la fin du parcours. J'ai un chronomètre à la main, mais je ne le regarde même pas. Je n'ai Dieu que pour une seule personne, le numéro 42, Antoine. Physiquement, il est toujours le meilleur du groupe. Il serait stupide de le nier. Son corps athlétique de lycéen s'est encore renforcé au fil des ans. Il franchit les obstacles comme un panthère et grimpe sans difficulté sur les murs. Mais il y a un problème. Et je suis le seul à le voir sur ce terrain d'entraînement. Antoine court seul. Il ne s'est pas retourné lorsque son ami s'est enlisé dans la boue. Il n'a pas aidé le candidat devant lui qui avait du mal à escalader le mur. Il ne pense qu'à son propre classement, à sa propre réussite. Tout comme il y a 12 ans.
À l'époque, pour sa propre popularité, il n'avait pas hésité à me jeter en pâture à la foule, me considérant comme le maillon faible. Dans son monde, il n'y avait que des gagnants et des perdants. Il n'y avait pas d'équipe. Nous n'existions pas. Il n'y avait que lui. Arrêtez, ai-je crié. Ma voix a retenti dans le mégaphone. Tout le terrain s'est figé. Les candidats sont restés immobiles dans la boue. Antoine a dû s'arrêter à quelques mètres seulement de la ligne d'arrivée. Il m'a regardé haletant. J'ai vu dans ses yeux cette expression impatiente qui disait qu'est-ce qu'il y a encore. Je suis descendu de la plateforme à grands pas. Le bruit que faisait mon pied dans la boue résonnait dans le silence comme le marteau d'un juge. Je me suis dirigé directement vers Antoine. Numéro 42. Ai-je dit d'une voix calme. Vous êtes sur le point d'atteindre la ligne d'arrivée. Félicitations. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait, mais son visage arborait ce sourire familier et suffisant. Merci, commandant. Pour obtenir le meilleur résultat, fermez-la. Ai-je dit. Je n'avais pas élevé la voix, mais le ton sec de ma phrase effaça son sourire. Je lui ai montré son dos du doigt. Derrière toi, regarde. Antoine tourna la tête à contre-cœur. À l'endroit que je lui indiquais, le numéro 35 était allongé face contre terre dans la boue. Son pied était coincé dans une racine et il ne pouvait pas se relever. Les autres étaient également épuisés. Tu as battu un record, numéro 42. Ai-je dit, sans cacher le dégoût dans ma voix. Mais nous ne sommes pas dans un stade olympique. Nous sommes sur un champ de bataille. Et tu viens d'abandonner ton coéquipier à la mort. Antoine s'est tourné vers moi, comme s'il allait se défendre. Mais commandant, l'ordre était de terminer le parcours le plus rapidement possible. Je n'ai fait qu'obéir. Mon ordre était de rester en vie. Et je rugis. Je me suis penché vers lui. Il n'y avait qu'un souffle entre nous. Dans les naviciles, on ne dit pas je. On dit mon frère. Si tu cours devant et que ton frère meurt derrière toi, tu es mort toi aussi. Tu n'es qu'un cadavre rapide. Je l'ai regardé dans les yeux. Ces yeux noisettes. Ces yeux qui m'avaient un jour regardé en me mentant je t'aime. Ils étaient maintenant remplis de surprise et de colère. Tout le monde à la ligne de départ. Ai-je crié. À cause du numéro 42, toute l'équipe va refaire le parcours. Mais cette fois-ci, avec une différence. Vous allez tous vous accrocher les uns aux autres. Et toi, numéro 42, tu vas porter le numéro 35 sur ton dos. Les yeux d'Antoine s'écarquillèrent. Commandant, il pèse au moins 90 kilos. Alors prie pour qu'il s'allège. Ai-je répondu en me retournant. Allez, bouge. Alors que les candidats revenaient en gémissant, mon esprit retourna à ses jours sombres. Les premiers mois après le lycée. Le vide après le départ d'Antoine. Les regards compatissants de tout le monde. Pauvre fille, disait-il. Les semaines où je ne sortais pas de ma chambre. La silhouette fragile et maigre que je voyais dans le miroir. Antoine avait-il raison? N'étais-je vraiment qu'un fardeau? Un jour, j'ai trouvé l'ancien sac de sport de mon père. Il contenait des haltères poussiéreux. Il ne pesait que 2 kilos. Mais ce jour-là, je me suis levé de mon lit et j'ai soulevé ce poids. Mes bras tremblaient. Je manquais du souffle. Mais j'ai soulevé. Encore. Et encore. Chaque répétition était une réponse au rire d'Antoine. Chaque goutte de sueur effaçait les larmes que j'avais versées. Ce jour-là, j'ai compris que la force ne venait pas des autres. La force, c'était ce que tu faisais quand tu étais seul, quand personne ne te regardait. Antoine était toujours sous les feux de la rampe, toujours acclamé. Mais moi, j'étais le fer forgé dans l'ombre. J'étais peut-être rouillé, mais maintenant, je me débarrassais de cette rouille. La vie vous enfonce parfois dans la boue, juste pour montrer qui continuera à marcher à vos côtés et qui vous laissera derrière pour courir. Regardez autour de vous. Qui marche avec vous dans la boue? Et surtout, avez-vous la force de sortir seul de cette boue? Si votre réponse est oui, alors vous êtes au bon endroit sur cette chaîne. Quand je suis revenu sur le terrain d'entraînement, Antoine titubait. Il tremblait à chaque pas avec l'homme qu'il portait sur son dos, le visage crispé par la douleur. Son image des athlètes invincibles commençait à se fissurer. Il est tombé à genoux dans la boue. Il a essayé de se relever, mais ses jambes ont lâché. Je me suis approché de lui. Je l'ai regardé se débattre dans la boue. Que s'est-il passé, Golden Boy? Ai-je murmuré, assez bas pour que lui seul puisse m'entendre. La charge est-elle trop lourde? Tu n'arrives pas à la porter? Antoine a levé la tête. La sueur coulait sur son visage boueux. Il a plissé les yeux. À ce moment-là, pour la première fois, j'ai senti que je voyais autre chose qu'un simple commandant. Une familiarité, un déjà-vu. Vous, a-t-il dit à bout de souffle. Pourquoi me faites-vous? Pourquoi me faites-vous porter un tel fardeau? Je souris. Mais ce n'était pas un sourire chaleureux, parce que le fer ne devient pas de l'acier sans être forgé, Antoine. Répondis-je. J'avais de nouveau utilisé son nom. Et il y a trop de rouille en toi. Je me suis penché pour que mon visage soit à la hauteur du sien. Tu vois la cloche? Elle là. Va la sonner.
Retourne à ton ancienne vie, auprès de ceux qui t'applaudissent. Ici, personne ne t'applaudira. Ici, il n'y a que de la souffrance. Il serra les dents. Les muscles de sa mâchoire se contractèrent. Cette obstination familière, il n'abandonnerait pas. Du moins, pas pour l'instant. Jamais. Grogna-t-il et, avec un effort surhumain, il se releva avec l'homme sur son dos. Je me suis redressé et je l'ai suivi. Il a continué à marcher. Bien. Très bien. S'il avait abandonné maintenant, cela n'aurait pas été amusant. Je voulais le briser non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Je lui apprendrais ce que signifie être fort, de la manière la plus douloureuse qui soit. J'ai sorti un petit carnet de ma poche. J'ai écrit la note suivante sur la page humide, test d'égoïsme. Résultat, il résiste, mais sa colère l'affaiblit. Les fantômes du passé ont commencé à le hanter. Cette nuit allait être encore plus longue pour lui, car la chambre froide l'attendait. Et Antoine n'aimait pas du tout le froid. Je l'ai regardé s'éloigner et je me suis murmuré « Bienvenue Antoine. Bienvenue au 2e étage de l'enfer. » Le corps humain est une machine étrange. Quand il fait chaud, vous pouvez dire toutes sortes de mensonges, jouer tous les rôles. Vous vous tenez droit, vous souriez, vous semblez fort. Mais le froid est honnête. Quand le froid vous transperce les os, vous ne pouvez plus mentir. Les masques tombent, il ne reste plus qu'un tas de chair tremblant et impuissant. Nous sommes actuellement dans la pièce que nous appelons le congélateur. Il s'agit d'une salle de torture composée de 4 murs en béton, dont le sol est recouvert d'eau de mer glacée et dont le plafond est équipé de ventilateurs industriels. La température est inférieure à 0. Les candidats sont assis dans l'eau jusqu'à la taille, serrés les uns contre les autres. Position en chaîne. La seule façon de conserver leur chaleur corporelle est de s'étreindre les uns les autres. Mais il y a une exception. Le numéro 42, encore une fois à l'extrémité de la chaîne. Il semble dégoûté de devoir s'étreindre à l'homme à côté de lui. Ses lèvres sont violettes, ses dents claquent si fort que je peux entendre le bruit malgré le bruit des ventilateurs. Son corps magnifique, sculptural, tremble maintenant de manière incontrôlable. L'hypothermie est imminente. Je me tiens à la porte de la pièce, mon thermos à la main. Il voit la vapeur chaude qui s'en échappe. L'odeur du café se mêle à celle de l'eau salée et de la moisissure qui emplit la pièce. Cette odeur est un paradis pour eux, mais elle est hors de leur portée. Je rentre dans l'eau avec mes bottes. Je ne sens même pas l'eau froide. Ma peau s'est endurcie il y a des années, dans les couloirs du lycée. Je me tiens devant Antoine. Il ne peut pas lever la tête. Son menton est collé à sa poitrine, il essaie d'arrêter de trembler. « Tu es à l'aise, numéro 42 ?» lui demandai-je d'une voix plus tranchante que la glace. Il entr'ouvre les yeux. Ses cils sont gelés. Il me regarde, mais je ne suis pas sûr qu'il me voie. « Premier ici. » balbutie-t-il. Les mots sortent difficilement de sa bouche. Il fait air très froid. Il fait froid. Je ris. Un rire bref et sans joie. Tu ne sais pas ce qu'est le froid, Antoine. Mon esprit retourne à ce moment-là. Les vacances d'hiver de terminale. Le voyage scolaire dans les Alpes. Tout le monde avait enfilé son équipement de ski et plaisantait dans le téléphérique. Antoine était mon petit ami, à l'époque. Mais il m'avait mise à l'écart du groupe. Pendant qu'il riait avec ses amis, je tremblais dans un coin, emmitouflé dans ma fine veste. Mon asthme était sur le point de se déclencher. Quand je me suis approché de lui pour lui dire « Antoine, j'ai très froid, on peut rentrer à l'hôtel ?» Ce regard était plus froid que cette pièce. « Arrête de te plaindre, Adèle. » m'a-t-il dit devant tout le monde. « Tu es toujours malade, tu as toujours froid. Sois un peu plus résistante. Je ne vais pas gâcher ma soirée à cause de toi. » Il m'avait laissé seul là-bas, au milieu d'une tempête de neige. Cette nuit-là, j'ai été hospitalisée pour une pneumonie débutante. Lui, il a continué à s'amuser à la fête. Il ne m'a même pas appelé. Ma solitude dans cette chambre d'hôpital. C'était ça, le vrai froid. Maintenant, en regardant cet homme trembler devant moi, je n'éprouve pas la moindre pitié. Je ne ressens qu'un sentiment de justice. J'ouvre le couvercle du thermos. La vapeur chaude lui frappe le visage. Ses yeux se fixent sur le thermos. Il vendrait son âme pour une gorgée de chaleur en ce moment. « Tu veux quelque chose de chaud ?» lui demandai-je doucement. Il hoche la tête. « S'il vous plaît. » C'est très simple. Lui dis-je. Sonne la cloche. Sonne la cloche, et je te donnerai une couverture chaude. Je te donnerai du chocolat chaud. Je t'enverrai à l'hôtel, dans ta vie luxueuse. Une lutte s'engage dans les jeux d'Antoine. Son corps crie oui. Mais son fichu ego résiste encore. Non, murmure-t-il. Je n'abandonnerai pas. Pourquoi? Lui demandai-je. Je me penche, mon visage tout près du sien. Pourquoi es-tu si têtu? Je pensais que c'était moi qui étais fragile. Mais regarde, je suis debout. J'ai chaud. Je suis forte. Toi, tu n'es qu'une feuille tremblante. Il me regarde. Et à ce moment-là, un éclair jaillit derrière son regard froid. Un souvenir.
Un ton de voix. Tais-toi. Ses yeux s'agrandissent. Le brouillard de l'hypothermie se dissipe un instant. M'a-t-il reconnu? Ou est-ce seulement une hallucination? Tais-toi. C'est toi. Qui? Murmurai-je. Elle. La fille. Quelle fille, Antoine? Dis-moi son nom. Tu as brisé le cœur de centaines de filles, laquelle suis-je? Ou suis-je si insignifiante que tu ne te souviens même pas de mon nom? Il ne répond pas. Sa mâchoire se crispe. Son regard se perd. Il est sur le point de perdre connaissance. Attention, numéro 42. Je crie en lui jetant de l'eau glacée au visage. Si tu t'endors, tu mourras. Et je ne te laisserai pas t'en tirer aussi facilement. Il sursaute et reprend ses esprits. Il tousse, recrache l'eau. Maintenant, dis-je en parlant à voix haute pour que toute la pièce m'entende. Puisque votre ami numéro 42 prétend être très résistant, rendons le test plus difficile. Allumez les ventilateurs. À puissance maximale. Un gémissement s'élève parmi les autres candidats dans la pièce. Le vent souffle plus fort. La température ressentie chute à -10 degrés. Parfois, la vie vous laisse dans un tel froid que vous croyez que tout espoir en vous est gelé. Mais n'oubliez pas qu'il y a une ligne très fine entre gelé et brûlé. Utilisez ce vent qui tente de vous geler pour attiser le feu qui brûle en vous. Ce qui réchauffera ceux qui vous laissent dans le froid, c'est le feu de votre réussite. Abonnez-vous à ma chaîne et regardez comment ce feu brûle. Je me dirige vers la porte de la pièce. Derrière moi, j'entends le claquement des dents, le sifflement du vent et le cri silencieux d'Antoine. En sortant, je prends une profonde inspiration. L'air de l'Orient semble plus chaud qu'à l'intérieur. Antoine commence à se souvenir de moi. Le fantôme du passé s'est infiltré dans son esprit. Désormais, il devra lutter non seulement contre la douleur physique, mais aussi contre sa conscience. S'il a une conscience, bien sûr. Mais une chose est sûre, cette nuit sera très longue pour Antoine. Et je me demande ce qu'il restera demain matin de l'ancien enfant prodige. Je n'ouvre même pas mon carnet de notes, car le résultat de ce test n'est pas encore connu. Demain. Demain, c'est le jour du tir de confiance. Et la vie d'Antoine sera littéralement entre mes mains. Voyons voir si la perfection, à laquelle il croit tant, pourra le sauver. L'odeur de la poudre. Il n'y a rien d'autre au monde qui ressemble à cette odeur. Elle pique les narines, aiguise l'esprit et ne vous rappelle qu'une seule chose, la mort n'est qu'à un doigt de distance. Le soleil se lève timidement au-dessus de l'Orient, à travers les nuages gris. Mais ce matin, personne n'a envie de regarder le soleil. Les candidats sont alignés sur le terrain du tir de confiance. Ils ont tous les yeux rougis, les mains tremblantes de froid et de fatigue. Après avoir passé la nuit dans la chambre froide, nous attendons maintenant d'eux qu'ils tirent avec une précision chirurgicale. Il s'agit du test le plus emblématique et le plus redouté des commandos maritimes. Un soldat se tient à côté d'une cible, tandis qu'un autre tire à 20 mètres de distance. Il n'y a que 5 centimètres entre la cible et la tête du soldat. Si le tireur rate sa cible, il touche non seulement celle-ci, mais aussi son frère. Ce test n'a rien à voir avec le tir. Ce test concerne le fait de confier sa vie à son frère. Je marche devant la file avec une cible dans les mains. Numéro 42. Dis-je. Antoine s'avance. Ses yeux sont gonflés, mais il essaie de garder son sang-froid. Il tient un pistolet mitrailleur MP5. Le chargeur est plein. Ce sont de vraies balles. Tu es prêt? Lui demandai-je. Je suis prêt, commandant, répond-il d'une voix chevrotante. Bien, dis-je en prenant la cible dans ma main et en me dirigeant vers le fond du stand de tir. Une vague de chuchotements s'élève derrière moi. Normalement, les candidats tirent les uns sur les autres. Il est inhabituel qu'un instructeur soit la cible. Je marche 20 mètres. Je m'arrête devant les sacs de sable. Je place la cible juste à côté de mon visage, à hauteur de mon oreille droite. Allez, Golden Boy. Je crie. Tu as peur de me tirer dessus? Ou tu es tellement parfait que tu es sûr de ne pas me rater? Le visage d'Antoine devient livide. Il lève son arme. Le canon est pointé vers moi. À ce moment-là, quand je regarde le bout du canon, je ne vois pas seulement une arme. Je vois le canon du passé. Au lycée, Antoine était capitaine de l'équipe de tennis de l'école. C'était la finale et les tribunes étaient pleines. J'étais assise au premier rang avec la banderole que j'avais préparée pour lui. C'était le point le plus critique du match. Antoine a servi, son regard s'est posé sur moi, il s'est déconcentré et a envoyé la balle dans le filet. Il a perdu le match. Dans les vestiaires, devant tout le monde, il s'est précipité vers moi. Il a jeté sa raquette contre le mur et a crié « C'est à cause de toi. Tu es resté là avec ton air stupide et tu m'as déconcentré. Tu es ma malédiction, Adèle. J'aurais préféré que tu ne viennes pas. » Il avait fait de moi le bouc émissaire de son échec. Il ne m'avait pas fait confiance. Au lieu d'accepter sa propre erreur, il avait satisfait son ego en me rejetant la faute. Ce regard accusateur qu'il m'avait lancé ce jour-là était plus perçant qu'une balle. Et maintenant, ce parfait. Antoine tremble devant moi. Il me regarde par-dessus le viseur. Mais ses mains,
Ses mains puissantes tremblent comme des feuilles. Le froid de la nuit a raidi ses muscles. Le manque de sommeil a perturbé sa concentration. Mais surtout, il a peur. Il n'a pas peur de me tirer dessus, il a peur de faire une erreur. Il a peur que son image parfaite soit détruite par une balle mal tirée. J'attends, numéro 42. Je crie, tire. Il respire profondément. Il lutte pour ne pas baisser son arme. Mais le bout du canon tourne en rond. S'il appuie sur la gâchette, il a 50% de chance de me toucher. Je ne peux pas, murmure-t-il dans le vent. Il baisse son arme. Ses épaules s'affaissent. Je ne peux pas, commandant. Le risque est trop grand. Je souris. C'est le moment que j'attendais. Le risque? Je crie en abattant la cible et en marchant vers lui. Le risque, ce n'est pas ton incompétence, Antoine. Le risque, c'est ta lâcheté. Quand j'arrive à côté de lui, je lui arrache l'arme des mains. Tu sais quel est ton problème? Lui dis-je en le regardant dans les yeux. Tu n'es parfait que lorsque tout va bien. Dès que les conditions deviennent un peu difficiles, tes mains se mettent à trembler. Tu n'as pas confiance en toi, alors comment pourrais-je te faire confiance? Je charge l'arme. J'enlève le cran de sûreté. Passe de l'autre côté. Lui dis-je. Antoine me regarde, perplexe. Quoi? Tu m'as entendu. Traverse. Tu vas atteindre cette cible. Une terreur pure apparaît dans ses yeux. Mais il ne peut désobéir à l'ordre. Les jambes tremblantes, il se dirige vers les sacs de sable. Il prend la cible en papier. Ses mains tremblent tellement que le papier bruisse. Il le lève près de son visage. Il ferme les yeux très fort. Je ne recule pas de 20 mètres. Je reste à seulement 5 mètres devant lui. Je lève l'arme d'une seule main. Je ne vise même pas. C'est comme si ma main était le prolongement de mon esprit. Faire confiance à quelqu'un, c'est lui tourner le dos. Mais quand quelqu'un ne vous fait pas confiance, vous pouvez être obligé de pointer votre arme sur lui. À qui faites-vous le plus confiance dans la vie? Et êtes-vous sûr que cette personne vous manquerait même si elle avait une arme à la main? Si vous n'êtes pas sûr de la réponse, rendez-vous dans les commentaires. Ouvre les yeux, Antoine. Dis-je d'une voix calme. Il entr'ouvre les yeux. Il me regarde avec horreur. Bam! Un seul coup de feu retentit. Antoine hurle et s'effondre. Il vérifie son visage avec ses mains. Il pense qu'il est mort. Mais il n'est pas mort. Lève-toi. Lui dis-je. Il se relève en tremblant. Il regarde le papier qu'il tient dans sa main. Au milieu du papier, au centre du cercle rouge, il y a un trou parfait. À 5 centimètres de son visage, d'un seul coup, sans regarder. Silence. Tout le terrain d'entraînement est plongé dans un silence de mort. Je m'approche de lui. Il est toujours sous le choc. Tu as vu? Lui dis-je en accrochant mon arme à mon épaule. Ce n'est pas une question de talent. C'est une question de volonté. Ma main n'a pas tremblé quand je t'ai tiré dessus. Parce que je sais ce que je fais. Toi, en revanche, tu n'es qu'un lâche. Je me penche vers son oreille. Nous sommes à présent à un moment où les masques sont complètement tombés. Et Antoine, lui chuchotai-je. Tu te souviens de ce match de tennis au lycée? Tu disais que tu avais perdu à cause de moi. Tu as perdu ce match parce que tu n'étais pas à la hauteur. Tout comme tu ne l'es pas aujourd'hui. Je recule et je le regarde dans les yeux. À cet instant, la lumière de la reconnaissance brille dans ses pupilles. Adèle. La fragile Adèle. La malade Adèle. Il sait désormais. Cette machine à tuer qui se tient devant lui, c'est la fille qui l'a abandonnée. Mais il ne peut pas parler. Le choc, la honte et la peur lui nous la gorgent. Ce n'est que le début, numéro 42. Dis-je en me retournant pour partir. Cet après-midi, il y a une simulation de camp de prisonniers. Et là-bas, il n'y aura pas de règles. Je laisse Antoine derrière moi, effondré, avec un bout de papier troué dans la main. Le trou dans le papier est bien plus petit que celui qui s'est ouvert dans son ego. L'obscurité. Une obscurité absolue, oppressante, totale. Dans la simulation camp de prisonniers. Le temps n'existe pas. Il n'y a que le sac noir qui vous recouvre la tête, les menottes en plastique qui vous coupent les poignets et les sons désagréables diffusés à plein volume par les haut-parleurs. Parfois, c'est le cri d'un bébé qui pleure, parfois un grincement métallique, parfois juste des cris incompréhensibles. Le but est de vous briser l'esprit, de vous couper de la réalité et de vous forcer à abandonner votre volonté. Antoine, alias numéro 42, est actuellement assis sur une chaise métallique au milieu de la salle d'interrogatoire. Je peux voir qu'il essaie de respirer sous le sac qui lui recouvre la tête. Il n'a rien mangé depuis 12 heures. Il n'a pas bu depuis 8 heures. Et il n'a pas dormi depuis 48 heures. Son corps est au bord de l'épuisement, mais son esprit mène actuellement le plus grand combat de sa vie. Car sous ce sac noir, il ne voit pas seulement l'obscurité. Il voit mon visage, celui d'Adèle. Je l'observe derrière le miroir sans teint. Le dossier que je tiens entre mes mains ne contient pas seulement son dossier militaire, mais aussi une page arrachée de son album de lycée, une vieille coupure de journal et quelques rapports financiers trouvés par mon détective privé.
La vie d'Antoine n'est pas aussi brillante qu'elle en a l'air. J'ouvre la porte et entre. Le bruit de mes bottes sur le béton est la seule réalité dans la pièce. Je vois Antoine se crisper. Je m'approche de la table, tire bruyamment la chaise et m'assois en face de lui. Je ne dis rien. J'attends simplement. Ce silence est plus effrayant que le bruit des haut-parleurs. Je tends le bras et retire brutalement le sac qui recouvre sa tête. La lumière vive au sommet de la pièce l'éblouit. Il cligne des yeux, grimace. Quand il me voit. Ce moment est difficile à décrire. La peur, la honte et un étrange sentiment de familiarité se mélangent. De l'eau, murmure-t-il. Ses lèvres sont gercées. Je prends la carafe en métal posée sur la table. Je remplis lentement le verre, en lui faisant écouter le bruit de l'eau. Je pose le verre devant lui. Tu peux boire, lui dis-je d'une voix calme. Mais d'abord, nous allons parler. Ses yeux sont rivés sur le verre. À propos de quoi? De loyauté, Antoine, dis-je. Je jette le dossier sur la table. Quelle est la première règle d'un commando maritime? La loyauté envers son équipe. La loyauté envers son pays. Et toi, à qui as-tu été loyal dans ta vie? Il détourne le regard. Je suis toujours fidèle. Je ris. Cette fois, mon rire résonne dans toute la pièce. Vraiment? Alors rafraîchissons-toi la mémoire. Je sors une vieille photo du dossier et la jette devant lui. Une photo du bal de fin d'année du lycée. Antoine me tient la main. Mais ses yeux. Même sur la photo, ses yeux sont rivés sur une autre fille, Marie. Tu te souviens? Lui demandai-je. Ce soir-là, tu m'avais dit, je ne vois personne d'autre que toi, Adèle, tu es mon âme sœur. Mais dès la fin du bal, on vous a surpris en train de vous embrasser dans le parking. Tu te souviens de ce que tu as fait quand je vous ai vu? Antoine déglutit. Gouttes de sueur perlent sur ses tempes. Tu m'as accusé. Dis-je sans attendre sa réponse. Tu m'as dit tu es trop ennuyeuse, Adèle, tu ne me suffis pas, c'est toi qui m'as poussé à faire ça. Tu as fait passer ta propre trahison pour ma faute. Antoine répond, C'était au lycée. En se défendant. Sa voix est faible. Nous étions des enfants. Quel est le rapport avec l'éducation? Tout est lié. M'écriai-je en frappant la table. Il sursaute et recule. Le caractère ne change pas, Antoine, il change seulement de masque. Le garçon qui trompe sa petite amie au lycée escroquera son associé quand il sera grand. Il trahira ses coéquipiers. Il trahira son pays. Je sors un autre document du dossier. C'est un document qui date d'aujourd'hui. Les rapports de faillite de ton entreprise. Dis-je. Ses yeux s'écarquillent. Il ne s'attendait pas à ce que je sois au courant. Tu as imité la signature de ton associé pour obtenir des crédits. Il est maintenant criblé de dettes, et toi, tu es venu ici pour jouer les héros et redorer ton image. Tu fuis, Antoine. Comme tu l'as toujours fait. Tu fuis tes responsabilités, tes dettes, tes péchés. Le visage d'Antoine devient livide. Son masque des enfants prodiges s'est complètement effondré. Devant moi se tient un homme acculé, coupable. Toi, dit-il en tremblant. Tu sais tout sur moi. J'ai fait des recherches, dis-je froidement, parce que je ne me lance pas dans une bataille sans connaître mon ennemi. Et toi, tu es mon plus vieil ennemi. Je pousse le verre vers lui. Tu vas maintenant faire un choix, numéro 42. Dans cette simulation, la règle est la suivante, si tu fournis des informations, tu obtiendras du confort. Si tu me dis la prochaine destination de ton équipe, si tu les trahis, tu pourras boire cette eau. Je te donnerai même à manger. Je te libérerai de cette chaise. Antoine regarde le verre. Puis il me regarde. C'est un test de loyauté. S'il boit l'eau, il aura trahi ses amis. S'il ne la boit pas, il continuera à souffrir. Mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est son caractère. Le garçon égoïste du lycée est-il toujours là? Il tend la main vers le verre. Ses doigts tremblants touchent le métal. Il me regarde dans les yeux. Et dans ce regard, je vois un appel à l'aide. Il me regarde comme s'il disait s'il te plaît, Adèle. Il me voit comme son ancienne petite amie et implore ma pitié. Adèle, murmure-t-il. S'il te plaît. Je pensais avoir changé, mais... Bois cette eau, Antoine. Lui dis-je dans un murmure. Bois et prouve que tu n'as pas changé. Montre que tu es capable de sacrifier tout le monde pour te sauver. Il saisit le verre. Il le porte à ses lèvres. Et il boit goulûment comme un animal. Sans se soucier du papier sur lequel ses coéquipiers ont noté leurs coordonnées, il boit uniquement pour étancher sa soif. Je m'adouce et je l'observe. Un sentiment de dégoût me prend à l'estomac. Les gens vous disent je mourrai pour toi. Mais si vous voulez voir leur vrai visage, donnez-leur un peu de faim, un peu de soif et un peu de peur. Vous verrez alors que la partie pour toi a disparu et qu'il ne reste plus que moi. Dans votre vie, combien de personnes ne vous vendraient pas pour un verre d'eau? Dans un moment difficile, quand il a fini son verre, il le pose sur la table. Il baisse la tête. Il n'ose pas me regarder tant il a honte.
Félicitations, lui dis-je d'une voix glaciale. Tu as vendu ton équipe, tu as perdu la simulation. Il relève rapidement la tête. Mais tu as dit que... Je suis un interrogateur, Antoine. J'ai menti. L'ennemi ne te dit pas la vérité. Je t'ai manipulé et tu as mordu à l'hameçon. Parce que tu n'es pas fait pour ça. Tu n'es pas loyal. Tu n'es amoureux que de toi-même. Je me lève. Je renverse la chaise. La simulation est terminée. Est-ce que je crie? Garde! Emmenez ce traître dans sa cellule. 2 soldats entrent et l'attrapent par les bras. Antoine crie, se débat. Adèle! Ne fais pas ça. Tu m'as trompé. C'est injuste. Je me penche vers son visage pour lui porter le coup de grâce. C'est injuste. Je souris. Quand tu m'as quitté devant tout le monde au bal de fin d'année, j'ai pensé la même chose. Mais la vie n'est pas juste, Antoine. La vie est le terrain de jeu des plus résistants. Et toi? Tu as échoué. Il l'emmène en le traînant. Alors que la porte se referme, j'entends ses cris « Je ne suis pas un traître » résonner dans le couloir. Mais nous savons tous les deux qu'il est un traître. Il l'a toujours été. Je me tourne vers le miroir sans teint et regarde mon reflet. Je vois une femme fatiguée, mais qui se tient droite. Le 5e round est terminé. Antoine est physiquement détruit, mentalement brisé. Son caractère est anéanti. Il ne reste plus qu'une chose à faire, non pas le détruire complètement, mais lui montrer qui il est dans le miroir. Et le coup de grâce viendra à la fin de la semaine infernale, lors de la marche dans la boue. S'il arrive à tenir jusque-là, bien sûr. Je ferme le dossier. Ma main ne tremble pas lorsque j'y appose le cachet échec. La trahison, c'est comme une odeur qui colle à la peau. On a beau se laver autant qu'on veut, cette odeur ne part pas. Et dans l'armée, cette odeur se propage plus vite que celle du sang. Aux premières lueurs du jour. Nous sommes dans les terres grises et boueuses laissées par la marée descendante dans la baie de l'Orient pour la marche dans la boue. C'est un marécage qui vous enfonce jusqu'aux genoux à chaque pas, comme s'il était vivant et cherchait à vous engloutir. 52 candidats sont alignés. Ils sont tous fatigués, tous épuisés. Mais leurs yeux expriment autre chose. De la colère. Et cette colère n'a qu'une seule cible, le numéro 42. Les résultats de la simulation du camp de prisonniers ont été annoncés lors de la réunion matinale. La nouvelle qu'Antoine avait donné les coordonnées de son équipe en échange d'un verre d'eau s'est répandue dans toute l'unité par le biais du journal des rumeurs. Je n'ai même pas eu besoin de faire d'annonce officielle. Les soldats savent. Ils sentent les traîtres. À présent, Antoine se tient au bout de la file, à quelques mètres des autres. Personne ne le regarde. Personne ne lui parle. Le candidat à côté de lui s'est écarté avec dégoût lorsque son épaule a effleuré celle d'Antoine. Ce garçon populaire, autrefois entouré d'admirateurs et dont chaque parole provoquait des éclats de rire, est aujourd'hui l'homme le plus seul au monde. Cap sur le phare à l'horizon. Je crie pour couvrir le bruit du vent. Distance 15 km. Et n'oubliez pas, ce n'est pas une course. C'est un cortège funèbre. La marche ne doit pas être perturbée. Je souffle dans mon sifflet et cette marche douloureuse commence. Le bruit visqueux que font leurs bottes chaque fois qu'elles sortent de la boue est le seul bruit qui se fait entendre dans la campagne. Antoine essaie de rattraper le groupe, mais la boue semble plus lourde pour lui que pour les autres. Car il ne porte pas seulement son propre poids, mais aussi la haine de 51 personnes. Je me rapproche d'eux. Je vérifie le sol sous mes bottes et commence à marcher à la hauteur d'Antoine. Tes amis ne te parlent pas, numéro 42. Lui demandai-je. Tout le monde entend ma question, mais personne ne réagit. Ils font comme si Antoine n'était pas là. Antoine, à bout de souffle, répond « Je. J'ai juste essayé de survivre. » Sa voix tremble. Il essaie de se défendre, mais même sa conscience ne le croit pas. Survivre. Dis-je avec un sourire moqueur. Une vie biologique au prix d'une mort sociale. Ça en valait-il la peine? Mon esprit retourne vers le passé, vers cette fête de fin d'année impitoyable. La semaine après qu'Antoine m'ait abandonné devant tout le monde. L'isolement que j'ai vécu à l'école. Les chuchotements des gens dans le couloir, qui se taisaient à mon approche. Personne ne s'asseyait à ma table à la cantine. Antoine, avec son aura d'enfant prodige, avait mis tout le monde en garde, ne parlez pas à Adèle. Elle est perturbée. Elle est dépressive. Son malheur est contagieux. Il m'avait rendu invisible. Il avait effacé mon existence. La plus grande torture qu'un être humain puisse subir, ce n'est pas d'être battu, c'est d'être ignoré. À présent, Antoine marchait dans ce vide. Commandant, cria l'un des candidats en tête, le numéro 28. Le numéro 42 est à la traîne. Devons-nous l'attendre? Il n'y avait aucune compassion pour Antoine dans sa voix. Seulement le désir de se débarrasser d'un fardeau. L'équipe est un tout. Ai-je crié. Même les traîtres font partie de ce fardeau. Vous le porterez. Les candidats ont grogné, mais ils ont ralenti. Quand Antoine les a rattrapés, personne ne lui a tendu la main pour l'aider. Il s'est sorti de la boue par ses propres moyens. Cette scène était le plus grand camouflet pour l'ego d'Antoine.
Il avait toujours été habitué à être le leader, à être en tête, à être aimé. Maintenant, il n'était plus qu'un poids mort, un surplus indésirable. Comment se sent-on quand on est seul, Antoine? Lui et je murmurai en passant à côté de lui. Est-ce que ça fait plus froid que dans la chambre froide? Il m'a regardé. Ses yeux étaient remplis de larmes. Pas à cause de la douleur physique, mais à cause du désespoir provoqué par cette exclusion. Pourquoi? Demanda-t-il. Pourquoi me fais-tu ça? Tu veux te venger? Très bien, tu as gagné. Tu m'as humilié. Ça ne te suffit pas. Je m'arrêtai. Je me retournai vers lui au milieu de la boue. De la vengeance? J'ai secoué la tête. Tu n'as toujours pas compris. Ce n'est pas de la vengeance, Antoine. C'est de l'éducation. Je t'apprends les réalités de la vie. Quand tu vivais dans ta bulle de popularité au lycée, tu ne savais pas à quel point le monde extérieur pouvait être cruel. Tu ne savais pas ce que signifiait exclure quelqu'un sans raison, le condamner à la solitude. J'ai montré du doigt l'étendue infinie de boue. C'est ton reflet. Cette boue, c'est ton âme. Et ce silence, c'est ton avenir. Tu as coulé ton entreprise, tu as escroqué ton associé et maintenant tu as trahi tes coéquipiers. Quand tu sortiras, il n'y aura plus personne pour t'attendre. Antoine baissa la tête. Pour la première fois, ses épaules s'affaissèrent complètement. Son attitude droite, son arrogance, tout cela s'effondra sous le poids de la boue. La popularité est la couronne la plus fragile qui soit. Un jour, tout le monde crie votre nom, et le lendemain, personne ne regarde même votre téléphone. Ne basez pas votre réputation sur combien vous êtes aimé, mais sur combien vous êtes fiable. Car l'amour finit, mais le respect reste. D'ailleurs, est-ce que les gens autour de vous vous aiment, ou est-ce qu'ils aiment ce que vous leur offrez? La marche a continué. Pendant des heures. Lorsque le soleil était au zénith, Antoine ne pouvait plus marcher. Il rampait. Il était couvert de boue, méconnaissable. Le groupe devant lui s'est arrêté brusquement. Le numéro 28 s'est retourné. Il lui a tendu la main. Antoine était surpris. Une lueur d'espoir apparut dans ses yeux. M'ont-ils pardonné? Pensa-t-il probablement. Il tendit la main. Le numéro 28 n'a pas pris la main d'Antoine. À la place, il a vidé sa gourde d'eau sur Antoine. Ceci, dit le numéro 28, est le prix de l'eau que tu as vendue. Les autres firent de même. Ils vidèrent le contenu de leur gourde sur Antoine, qui était à terre. Ce n'était pas un baptême. C'était une humiliation. Nous n'avons pas d'eau à te donner, nous n'avons que de l'eau sans valeur à te jeter dessus, disait-il. Antoine resta dans la boue, trempé par l'eau qui lui avait été versée dessus. Il se mit à pleurer. Ses sanglots étouffaient dans la boue. En le regardant, Adèle Hugo, j'ai senti quelque part en moi le sourire de cette lycéenne. Mais ce n'était pas un sourire cruel. C'était la sérénité de justice et faite. Lève-toi, numéro 42. Ordonnai-je. Il n'y avait aucune pitié dans ma voix. Nous sommes à mi-chemin. Et tu atteindras la ligne d'arrivée, même en rampant. Antoine s'est redressé comme un fantôme boueux. Il avait perdu toute humanité, il n'était plus qu'un tas de chair en mouvement. Mais le coup de grâce n'était pas encore donné. Je sortis la radio de ma poche. Je pris contact avec la base. Capitaine Hugo à l'appareil. Notre visiteur est-il prêt? Un grésillement retentit dans la radio. Bien reçu, commandant. Le visiteur attend au poste de garde. J'ai souri. Antoine pensait que sa plus grande peur était l'échec. Il se trompait. Sa plus grande peur était que son échec soit visible. Et dans quelques instants, la personne qui allait le voir dans cet état allait achever Antoine. Dépêchez-vous. Ai-je crié. Nous avons un invité surprise. Le regard vide d'Antoine allait bientôt laisser place à la terreur. La perfection est comme un verre fin. Vu de loin, il brille, il est fascinant. Mais dès qu'il est éclaboussé de boue, dès qu'on exerce une légère pression dessus, les fissures sous cette surface brillante apparaissent. Et lorsque ce verre se brise, ce sont ces éclats acérés qui blessent le plus son propriétaire. À la fin de la marche dans la boue, les 52 candidats se sont entassés sur le béton devant le camp militaire. Ils étaient tous méconnaissables. La boue grise recouvrait chaque centimètre de leur uniforme et masquait leur visage. Ils empestaient. Ils empestaient le marécage, la sueur et le désespoir. Mais Antoine, il était dans un état pire que les autres, car il n'était pas seulement couvert de boue, mais aussi de crachats et d'eau. Dans un coin, il était à genoux, essayant de vomir. « Levez-vous » ai-je crié. Ma voix était fatiguée, mais autoritaire. Les candidats se mirent en rang avec difficulté. Antoine trébucha, mais se releva. Il avait les yeux fermés. « Ouvrez les yeux, messieurs » ai-je dit, et saluez notre invité. Les portes en fer de la caserne s'ouvrirent bruyamment. Une berline noire, brillante et luxueuse entra. Dans l'univers gris et kaki de l'unité militaire, cette voiture semblait venir d'une autre planète. Le ronronnement silencieux du moteur se mêlait au souffle des candidats. La voiture s'est arrêtée juste devant la file. Le chauffeur est descendu et a ouvert la porte arrière. Et elle descendit.
Marie, le cauchemar de mes années de lycée. La pompon girl parfaite, qui avait quitté Antoine pour se mettre avec lui. Les années ne l'avaient pas changée, elles l'avaient seulement rendue plus chère. Elle portait un manteau en cachemire blanc immaculé et des chaussures à talons hauts que l'on n'oserait pas salir dans la boue. Ses cheveux semblaient sortir tout droit du salon de coiffure. Elle se tenait là, au milieu de cet enfer boueux, tel un cygne blanc. Antoine n'en crut pas ses yeux lorsqu'il vit Marie. Ses yeux ternes s'animèrent un instant. C'était sa sauveuse. C'était sa récompense. Marie, murmura-t-il. Sa voix était cassée. Il fit un pas en avant. Il enfreignait les règles, mais je ne l'arrêtai pas. Je le laissai vivre cet instant. Tu es là, dit Antoine en essayant de marcher vers elle. Il ouvrit les bras. Il attendait un câlin, un réconfort. Mon Dieu, tu ne peux pas imaginer à quel point cette journée a été difficile. Sors-moi d'ici. Marie le regarda, mais il n'y avait pas d'amour dans ses yeux, pas d'inquiétude, seulement un pur dégoût. Elle se boucha le nez et recula d'un pas. Ses talons claquèrent sur le béton. Ne t'approche pas de moi, Antoine, dit-elle d'une voix glaciale. Tu sens mauvais. Antoine resta figé. Ses bras restèrent en l'air. Marie, dit-il, surpris. C'est moi, Antoine, ton fiancé, ton ancien fiancé, corrigea Marie. D'un geste élégant, elle sortit une enveloppe de son sac et la jeta sur le sol boueux, aux pieds d'Antoine. Mes avocats ont appelé ce matin, dit Marie, comme si elle parlait d'un vêtement sale. Les comptes de la société ont été saisis. Une enquête pour fraude a été ouverte contre toi. La police a fait une descente dans notre maison, dans cette maudite villa. Le visage d'Antoine devint livide, même sous la boue. Marie, je peux t'expliquer, c'est un malentendu. Qu'est-ce que tu vas expliquer? Cria Marie. Son attitude noble commençait à s'effriter. Que tu n'as pas un sou, que tu m'as laissé seul avec toutes ces dettes. Je ne me suis pas fiancée à toi pour vivre cette vie misérable, Antoine. Je voulais épouser un gagnant, pas un pauvre type. Un éclair traversa mon esprit. 12 ans plus tôt, la cafétéria. Ce qu'Antoine m'avait dit, tu n'es pas à ma hauteur, Adèle. Je veux une reine, pas un petit oiseau malade. L'histoire ne se répétait pas, elle s'écoulait comme un poème rimé. Antoine n'a pu que répondre, mais je t'aime. Marie a ri. Un rire cruel et méprisant. Tu ne t'aimes que toi-même, Antoine. Et maintenant, regarde-toi. Tu es couvert de boue. Tu n'es rien. Et moi? Elle a ajusté le col de son manteau. Je ne peux pas être avec quelqu'un qui n'est rien. Elle retira la bague sertie d'un diamant de son doigt. La bague qu'Antoine lui avait offerte, probablement achetée avec de l'argent volé. Si tu le vends, tu pourras peut-être payer ton avocat, dit-elle en jetant la bague dans la boue. Elle lui tourna le dos. Elle monta dans la voiture. La porte se referma. Antoine resta là, au milieu de la boue, regardant l'enveloppe et la bague à ses pieds. Son monde s'était effondré. Ce n'était pas seulement son argent, ni seulement sa réputation. L'illusion qu'il était aimé avait également disparu. Je m'approchai lentement de lui. Les autres soldats retenaient leur souffle en observant la scène. Je me suis baissé et j'ai ramassé la bague boueuse. J'ai regardé son éclat à la lumière. Puis je me suis tourné vers Antoine. Ça te dit quelque chose, le numéro 42? Lui ai-je demandé. Il m'a regardé. Dame, larmes mêlées à la boue coulaient sur ses joues. Ce que tu m'as fait ressentir ce jour-là à la cafétéria, murmurai-je, c'est exactement ce que tu ressens maintenant. Être abandonné. Être jugé insuffisant. N'être aimé que pour ton statut. Je serrai la bague dans ma main. Il ne t'a jamais aimé, Antoine. Tout comme tu ne m'as jamais aimé. Il n'aimait que la vitrine que tu lui présentais. Et quand la vitrine s'est brisée, le client a quitté le magasin. Antoine s'est effondré à genoux. Il a pris sa tête entre ses mains. Un sanglot s'est échappé de sa gorge. Ce n'était pas le son de la douleur physique, mais celui de la faillite spirituelle. Parfois, ce que vous croyez être le plus grand amour est en réalité votre plus grande transaction. Si l'expression pour le meilleur et pour le pire ne s'applique que lorsque votre portefeuille est bien rempli, il est temps de quitter cette table. Les personnes qui vous entourent se réchauffent-elles à votre lumière ou vous tiennent-elles la main même dans l'obscurité? Si la réponse vous effraie, il vaut peut-être mieux rester seul plutôt que d'être entouré d'une foule factice. Abonnez-vous à ma chaîne et osez voir la réalité. Alors que la voiture s'éloignait, les sanglots d'Antoine remplissaient la caserne. Je ne l'ai pas relevé. Je ne l'ai pas réconforté. Car pour refaire une statue, il faut d'abord la détruire complètement. Et Antoine n'était plus qu'un tas de gravats. Tout le monde dans les casernes. Ai-je ordonné. Sauf le numéro 42. Les soldats se dispersèrent, mais Antoine resta où il était. Tu resteras ici, Antoine, lui ai-je dit. Tu regarderas cette bague. Tu regarderas cette enveloppe. Et tu réfléchiras qui es-tu. Quand cette voiture, cet argent, cette femme auront disparu. Qui se cache vraiment sous cette boue? En me retournant pour partir, j'ai ressenti un étrange vide en moi.
La vengeance n'avait pas un goût sucré. Elle était froide, métallique, mais nécessaire, car demain, la formation se termine. Demain, c'est le jour du verdict final. Et seul Antoine peut décider s'il sortira de ses décombres en soldat ou en moins que rien. Mais avant cela, il doit passer la nuit seul avec cette boue et cette bague. La destruction est bruyante, mais les décombres sont silencieux. Quand un bâtiment s'effondre, la poussière monte, des cris se font entendre. Les sirènes retentissent. Mais une fois que tout est fini, il ne reste plus qu'un silence effrayant, seulement troublé par le sifflement du vent. Antoine se trouve actuellement au milieu de ce silence. Il est minuit. Le froid humide de l'Orient transperce les poumons comme un couteau. Le terrain d'entraînement est désert. Les autres candidats dorment dans leur lit chaud ou pansent leurs blessures dans leur dortoir. Antoine, quant à lui, est assis sur le béton, au pied du mur de la caserne. La boue sur son uniforme a séché et formé une croûte. Son visage est méconnaissable. Il tient toujours la bague dans sa main. La bague en diamant boueuse que Marie a jetée. Elle valait autrefois une fortune, mais n'est plus aujourd'hui qu'un morceau de métal. Je sors de la guérite et m'approche de lui. Il entend mes pas, mais ne lève pas la tête. On dirait qu'il porte tout le poids du monde sur ses épaules. Je m'arrête à côté de lui. Mais cette fois, je ne le regarde pas de haut. Je m'assois à côté de lui, sur le béton froid, non pas pour qu'il voie le bout de mes bottes, mais pour qu'il me voie comme un être humain. Le capitaine Adèle Hugo s'assoit à côté d'un traître, d'un minable. Nous restons silencieux pendant plusieurs minutes. Nous écoutons seulement le bruit du vent et la respiration saccadée d'Antoine. Tu avais raison, dit-il soudainement. Sa voix est si faible que le vent manque de couvrir ses mots. Je ne suis rien. Il lève la tête et me regarde. Il n'y a plus trace de cette arrogance familière dans ses yeux. Cette lueur s'est éteinte. Il ne reste plus qu'un vide. Sans argent, sans nom de famille, sans ses applaudissements. Je ne sais pas qui je suis, Adèle. Il prononce mon nom et cette fois, je ne le corrige pas. Je ne veux pas qu'il dise mon commandant. Parce qu'en ce moment, nous ne sommes pas un soldat et un commandant. En ce moment, nous sommes deux personnes ensevelies sous les décombres du passé. Tu sais, Antoine, dis-je en fixant l'horizon sombre. Il y a 12 ans, quand je suis sorti de cette cafétéria, j'ai ressenti la même chose. Tu étais mon univers. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Quand tu es parti, j'ai pensé qu'il ne restait plus qu'un immense vide. Je me tourne vers lui. Mais je me suis trompé. Ce néant était ma plus grande chance. Antoine me regarde, perplexe. Il ne comprend pas. Les gens sont comme des bâtiments, Antoine. Dis-je. Tu étais un palais somptueux. Marbre à l'extérieur, dorure à l'intérieur. Mais tes fondations étaient pourries. Elles reposaient sur des mensonges, l'argent de ton père et de faux éloges. Aujourd'hui, j'ai détruit ce palais. Je pose ma main sur son épaule. Je sens le tissu rigide de son uniforme. Et maintenant, pour la première fois, tes pieds touchent le sol. Tu es sous les décombres, oui. Mais le sol est solide. Il n'y a plus de mensonges. Il n'y a plus de rôle à jouer. Tu n'as plus rien à craindre, car tu n'as plus rien à perdre. Antoine regarde la bague qu'il tient dans sa main. Puis, d'un geste brusque, comme si elle lui brûlait la main, il la jette dans l'obscurité. Le bruit de la bague qui rebondit sur le béton déchire la nuit. C'est fini, dit-il. L'ancien Antoine est mort. Pas encore, dis-je sèchement. Il est facile de mourir. Il est facile d'abandonner et de partir. Tu peux sonner la cloche, monter dans ta voiture de luxe et construire un nouveau palais dans une autre ville avec d'autres mensonges. C'est ce que font la plupart des gens. Je me lève. Je le regarde de haut. Mais si tu veux faire de ces décombres un vrai homme, si tu veux prouver que tu es plus que ce gamin gâté qui a écrasé cette pauvre fille il y a 12 ans, tu seras présent demain matin à la réunion. Antoine se lève aussi. Ses jambes tremblent, mais il ne tombe pas. Qu'y a-t-il demain? Demande-t-il. Demain, c'est la décision finale, dis-je. Ce n'est pas nous qui déciderons si tu porteras ou non le béret vert, Antoine. C'est toi qui décideras. Mais n'oublie pas, si tu portes ce béret, tu ne pourras plus jamais l'enlever. Ce béret ne sera pas posé sur ta tête, il sera cousu à ton âme. Je me retourne et commence à marcher. Dors bien cette nuit, numéro 42. Lui dis-je par-dessus mon épaule. Car demain, les portes de l'enfer se fermeront. Et nous verrons qui restera à l'intérieur. N'ayez pas peur lorsque vous touchez le fond. Car c'est le seul endroit où vos pieds peuvent prendre appui. Lorsque vous ne pouvez plus descendre plus bas, la seule direction possible est vers le haut. Vous ne pouvez construire une vie solide que sur des bases solides. Où se trouvent vos bases? Êtes-vous prêt à abandonner ces faux palais dont vous avez peur qu'ils s'écroulent? En marchant vers le dortoir, je sens une agitation derrière moi. Je ne me retourne pas. Mais je sais. Antoine n'est pas parti chercher la bague. Il est retourné au dortoir, auprès des autres, là où il a été marqué du sceau du traître. Je ne sais pas ce qui va se passer là-bas cette nuit. Peut-être vont-ils le battre.
Peut-être vont-ils à nouveau l'exclure. Mais il n'a pas fui. Il n'est pas monté dans la voiture pour partir. Pour la première fois, peut-être pour la première fois de sa vie, Antoine Lefèvre a choisi la voie la plus difficile. En entrant dans ma chambre, j'ouvre le dossier posé sur mon bureau. Je regarde la photo d'Antoine. Cette photo où il sourit, sûr de lui. Je sors mon briquet et brûle la photo. Je regarde les cendres se répandre sur le bureau. L'ancien Antoine n'est plus là. Je tête de revoir qu'il est car demain, ce n'est pas seulement une cérémonie de remise de casquette. Demain, ce sera aussi la fin de ma vengeance. Mais cette vengeance ne sera peut-être pas celle qui l'attend. Parfois, détruire quelqu'un ne signifie pas le tuer. Parfois, détruire quelqu'un signifie le forcer à renaître. Et les naissances sont toujours douloureuses. La victoire, c'est parfois les applaudissements d'une foule. Mais dans la vie militaire, la victoire, c'est simplement survivre. Et le regard d'un camarade d'armes qui hoche silencieusement la tête. C'est l'aube. Nous sommes sur le terrain de parade de la base navale de Lorient. La pluie a enfin cessé, le ciel est pâle d'un gris acier. Il ne reste plus que 18 candidats sur les 52 initiaux. Les autres ont craqué, abandonné ou ont été éliminés. Les 18 hommes restants, vêtus de leurs uniformes de cérémonie impeccables, se tiennent droit. Les blessures, les ecchymoses et les profondes rides de fatigue sur leurs visages contrastent avec le repassage impeccable de leurs uniformes. La foule est nombreuse. Famille, épouses, enfants. Ils versent des larmes de fierté. Mon fils a réussi, murmure-t-il. À l'exception du numéro 40 qui se tient tout au bout de la file. Personne n'est venu le chercher. Ni son père, ni sa mère, ni Marie dans sa voiture de luxe. Antoine est seul au milieu de la foule. Mais son attitude est différente. Ses épaules ne sont pas voûtées. Il garde la tête haute. Ses yeux ne regardent pas les gradins vides, mais directement en face, vers moi. Je sais ce qui s'est passé hier soir dans le dortoir. L'officier de service a fait son rapport. Quand il est entré, les autres candidats l'ont encerclé. Ils l'ont traité de traître. Ils l'ont bousculé, frappé. Quelqu'un lui a donné un coup de poing au visage. Savez-vous ce qu'Antoine a fait? Il n'a pas riposté. Il ne s'est pas défendu. Vous avez raison, a-t-il dit. Je suis un salaud. Mais je vais terminer cette formation. Vous pouvez me frapper, mais vous ne pouvez pas me renvoyer d'ici. Cette absence de réaction, cette acceptation. Cela inspire un étrange respect parmi les soldats. Il a été battu, mais il a essayé de regagner son honneur en acceptant son erreur. Je monte à la tribune. J'ai un plateau dans les mains. Il y a dessus des bérets vert émeraude pliés. Le symbole des commandos marins. Je ne fais pas de discours. Ces hommes ont assez entendu parler. Il est temps d'agir. Je passe devant eux un par un. Je regarde chacun dans les yeux et leur mets le béret vert sur la tête. Les familles applaudissent, les flashs crépitent. Et j'arrive à la fin de la file. Antoine Lefèvre. Il a un œil au beurre noir. Sa lèvre est fendue. Mais ses yeux noisettes ne sont plus ceux d'un enfant chéri. Gâté. Ils sont désormais vides, profonds et empreints d'une volonté pure. Je prends la dernière casquette sur le plateau. Je me tiens devant lui. Seul ce morceau de tissu vert nous sépare. Ta famille n'est pas venue. Dis-je doucement. Je n'ai pas de famille, commandant, répond-il. Sa voix ne tremble pas. Elle est claire et nette. Je les ai tout perdus. Êtes-vous triste? Non, répond-il. Je me sens soulagé. Je plisse les yeux. Il avait compris. Il avait goûté à la liberté de se débarrasser de ses fardeaux, de se libérer de ses fausses attentes. Je lève le bonnet que je tiens dans ma main. Mais je ne le lui mets pas. Je le tiens simplement dans ma main. Si tu mets ce bonnet, Antoine, lui dis-je, ton ancienne vie sera complètement terminée. Fini les restaurants luxueux, les vacances coûteuses, les femmes qui t'adorent. Il n'y aura plus que la boue, le froid, la possibilité de mourir au milieu de la nuit, dans un pays dont personne ne connaît le nom, dans une mission dont personne ne connaît la nature. Et surtout, il y aura les ordres. Mes ordres. Je le regarde dans les yeux. Tu veux toujours le faire? Ou tu préfères faire demi-tour et essayer de sauver cette entreprise en ruine? Antoine ne détourne pas les yeux des miens. Je n'ai pas d'entreprise à sauver, commandant, dit-il. La seule chose que je dois sauver, c'est mon reflet dans le miroir. Donnez-moi ce bonnet. S'il vous plaît. Le mot s'il vous plaît. Le mot le plus sincère qui sorte de la bouche d'Antoine. Je lui mets le béret sur la tête. Je l'ajuste pour que l'emblème soit au-dessus de son œil droit. Je pose ma main sur son épaule. Félicitations, dis-je. Mais je ne souris pas. Bienvenue à Enfer, commando maritime. À ce moment-là, un silence s'installe dans les tribunes. Personne n'applaudit Antoine. Seuls les 17 autres soldats, ses coéquipiers qui l'ont battu et rejeté cette nuit-là. Tout frappe le sol du talon et salue. Ce sont des plus forts que des milliers d'applaudissements. C'est la manière militaire de dire nous ne t'avons pas pardonné, mais nous t'acceptons. Une larme coule sur la joue d'Antoine.
Ce n'est pas une larme boueuse, mais une larme pure. Le succès, ce n'est pas d'atteindre le sommet seul. Le succès, c'est de continuer à grimper même quand on se rend compte que personne n'est là pour nous soutenir quand on touche le fond. Parfois, la plus grande récompense n'est pas une médaille autour du cou, mais le respect que l'on a pour soi-même. Quel prix avez-vous payé pour mériter ce respect? À la fin de la cérémonie, tout le monde court vers sa famille. Antoine, quant à lui, reste seul, debout, avec son bonnet vert. Je m'arrête en passant à côté de lui. Sois dans mon bureau à 19h ce soir, lui dis-je. Nous avons des choses à discuter. Une mission spéciale. À vos ordres, commandant, répond-il. En me retournant et en m'éloignant, je sens le nœud qui me serrait la gorge se défaire. Ma vengeance est-elle accomplie? Non. Ma vengeance vient de prendre une autre forme. J'aurais pu le détruire. Je l'aurais pu laisser dans la boue et le renvoyer chez lui, sans le sou, comme un simple civil. Cela l'aurait détruit, certes. Mais avec le temps, il aurait oublié. Il aurait trouvé un autre moyen, il aurait menti à nouveau, il se serait construit une autre vie factice. Son caractère n'aurait pas changé. Mais maintenant, je l'ai emprisonné dans notre monde. Le monde de l'honneur, de la loyauté et du sacrifice. Ce monde est une prison pour un homme égoïste comme lui. Je ne l'ai pas transformé en héros. Je l'ai condamné à une discipline qui le fera rendre des comptes à sa conscience toute sa vie. Et quand il viendra dans mon bureau ce soir, je lui confierai cette mission spéciale. C'est là que se jouera le véritable dénouement. Car cette histoire n'est pas seulement la naissance d'un soldat. Cette histoire est la conclusion d'un conte. Et avant de clore le livre des contes, nous apposerons une dernière signature. La vengeance n'est pas un plat qui se mange froid. La vengeance est un plat qui ne finit jamais. Vous quittez la table, vous payez l'addition, mais le goût reste à jamais dans votre bouche. Il est 19h. Je suis dans mon bureau. La seule lumière allumée est celle de mon bureau. Dehors, la nuit est tombée sur l'Orient. On frappe à la porte. 2 coups brefs et nets. Entrez. La porte s'ouvre. Antoine Lefèvre entre. Il porte un uniforme de camouflage neuf et repassé, et un béret vert émeraude sur la tête. Dès qu'il entre, il claque des talons et salue fermement. Commando maritime Lefèvre, à votre service, commandant. Sa voix est forte. Son regard est concentré. L'homme qui se tient devant moi n'a plus rien à voir avec l'ancien enfant prodige. Le jeune dandy gâté. Il est mort. Je l'ai tué. Et j'ai créé ce militaire à partir de ses cendres. Repos. Dis-je. Il croise les mains derrière le dos et écarte les jambes. Mais ses yeux restent fixés sur moi. J'ouvre le tiroir de mon bureau et j'en sors une enveloppe jaune. Je la jette sur le bureau, juste devant lui. Ta mission spéciale. Dis-je. Antoine regarde l'enveloppe, mais ne la touche pas. Quel est son contenu, commandant? Ouvre-le et lisse-le. Il prend l'enveloppe. Je vois ses traits se crisper tandis qu'il lit l'ordre d'une page qui s'en trouve. Guyane française. 3e régiment d'infanterie. Centre d'entraînement au combat dans la jungle. L'un des lieux d'affectation les plus difficiles, les plus isolés et les plus impitoyables au monde. Moustiques, maladies, humidité à 100% et boue incessante. Guyane. Dit-il lentement. 2 ans de service obligatoire. Ça ne vous plaît pas? Lui demandai-je en me calant dans mon siège. Vous vous attendiez à un quartier général luxueux à Paris? Non, commandant, répond-il. Il referme l'enveloppe et la range dans sa poche. C'est juste que... Je me demande pourquoi. Pourquoi m'envoyez-vous si loin? Je me lève et me dirige vers la fenêtre. Je le regarde dans mon reflet. Parce que, Antoine, si je te garde ici, tu me regarderas tous les jours et tu te souviendras du passé. Mais si tu vas là-bas, dans cet enfer, chaque jour où tu survivras, tu penseras, c'est Adèle qui m'a préparé à cela. C'est sa haine qui me maintient en vie. Je me tourne vers lui. Il y a 12 ans, tu m'as dit que j'étais une poupée de porcelaine fragile. Tu t'en souviens? Elle baisse la tête. Je m'en souviens. Et je le regrette chaque jour. Ne regrette rien, dis-je d'un ton sévère, car cette porcelaine s'est brisée, Antoine. Et les morceaux brisés étaient si tranchants qu'ils t'ont découpé, taillé, remodelé. Tu es désormais mon œuvre. Tu es mon chef d'œuvre. Antoine lève la tête. Ses yeux expriment une étrange gratitude. Vous m'avez sauvé, commandant, de cette vie factice, de ces mensonges. Vous m'avez sorti de là. Je vous suis redevable. Tu ne me dois rien, dis-je en retournant à mon bureau. Tu dois tout à ton pays. Et tu vas payer cette dette dans les marécages de Guyane. Maintenant, sors d'ici. Antoine salue. À vos ordres. Il se dirige vers la porte. Il s'arrête en posant la main sur son épaule. Il se retourne vers moi. Adèle, dit-il. Cette fois, il n'utilise pas mon grade. Ce jour-là, à la cafétéria. Si seulement. Le passé est mort, Antoine. Dis-je en l'interrompant. Il n'y a que le devoir. Bonne route. Il hoche la tête et sort.
Lorsque la porte se referme, le silence qui règne dans la pièce m'apaise. C'est tout. Pas de cris, pas de larmes, pas d'adieu dramatique. Juste une réalité glaciale. Antoine prendra l'avion demain matin et partira à l'autre bout du monde dans un véritable enfer. Y deviendra-t-il un héros ou y mourra-t-il? Cela ne me concerne plus. J'ai fait mon devoir. J'ai brisé le faible. J'ai construit le fort. Et maintenant, je peux boire mon café. Un an plus tard, Marie, qui a quitté Antoine parce qu'il était devenu pauvre, s'est mariée à la fin de l'année avec un courtier en bourse de 65 ans. Il n'a fallu que 3 mois pour que cet homme soit arrêté pour fraude et que tous ses biens soient saisis. Marie vit aujourd'hui dans un petit appartement à Lyon et travaille comme vendeuse dans un magasin de cosmétiques. Son compte sur les réseaux sociaux est privé. La famille d'Antoine, ils ont rejeté leur fils, affirmant qu'il avait choisi une vie honteuse en devenant soldat. Leur entreprise a fait faillite. Leur villa a été vendue. Ils vivent désormais dans le sud, où ils tentent de survivre avec leur pension de retraite. Comme deux personnes âgées qui ne se parlent plus. Antoine numéro 42, les rapports en provenance de Guyane sont surprenants. Son unité a été prise en embuscade lors d'une opération contre des trafiquants de drogue. Antoine a porté ses 2 camarades blessés sur son dos et a marché 10 km dans les marécages pour les sauver. Il a reçu la médaille du service distingué. J'ai vu sa photo. Il a une profonde cicatrice sur le visage. Il ne sourit pas. Mais ses yeux sont paisibles. Il n'est plus l'enfant prodige. C'est un soldat. Et moi, capitaine Adèle Hugo, je suis toujours là, sur la côte pluvieuse de l'Orient. De nouveaux candidats arrivent. Ils sont tous effrayés, tout arrogants. Je les regarde et je souris. Car je sais que même les rochers les plus durs se transforment en sable face aux vagues. Je suis cette vague. Et aucun rocher ne peut me résister. Cette histoire est terminée. Mais la vôtre ne fait que commencer. La plus belle réponse à donner au Antoine de votre vie, à ceux qui vous méprisent, à ceux qui vous disent tu n'y arriveras pas. Ce n'est pas un mot plein de haine. La plus belle réponse, c'est d'atteindre une puissance qu'ils ne peuvent même pas imaginer, de les regarder de haut et de leur dire grâce à toi. Transformez votre faiblesse en force, votre colère en carburant. Et n'oubliez jamais, vous n'êtes pas fragile. Vous êtes simplement dans la mauvaise vitrine. Je suis le capitaine Adèle Hugo. Et ici, c'est mon enfer. Merci de m'avoir regardé.